J'ai tout donné à mon fils, Izen. Pendant 30 ans, j'ai consacré ma vie à l'élever. J'ai travaillé sans relâche, je l'ai soigné pendant ses maladies, j'ai payé ses études. J'ai même renoncé à mon mariage, à ma propre vie, juste pour qu'il puisse en avoir une meilleure. Mais le jour où je lui ai annoncé que j'avais perdu mon emploi, sa première réaction a été de me mettre à la porte, me traitant comme un fardeau inutile, un parasite. Ce fut le moment où j'ai cessé d'avaler ma fierté. Je refusais d'être encore une fois cette mère qu'on piétine. Cette fois, j'allais me défendre toute seule. Izen croyait que je n'avais rien. Ce qu'il ne savait pas, c'est que mon défunt patron, qui m'avait énormément respecté au fil des années que je lui avais consacrées, m'avait légué une fortune. Et cette fois, je m'assurais qu'il comprenne que le prix de me trahir est bien plus élevé qu'il ne pourrait jamais l'imaginer. Je venais d'arriver à la maison quand j'ai dit à mon fils Izen que je ne travaillerais plus pour Catherine. Je n'avais même pas eu le temps de lui expliquer pourquoi que son visage s'est assombri et il m'a interrompu en pleine phrase. Sa voix s'est élevée brusquement, son visage rougi par la colère. « Pourquoi as-tu soudainement démissionné ? C'était 3 000 $ par mois. Tu comptes faire quoi maintenant ? Rester là à ne rien faire ? » La petite joie que j'avais ressentie en rentrant s'est aussitôt évaporée. Il croyait vraiment que j'avais quitté ce travail juste pour me détendre. Je suis revenue pour leur rendre la vie plus facile. Ces mots m'ont frappé comme une gifle, mais je ne l'ai pas attaqué. Je savais qu'il subissait beaucoup de pression ces dernières années. Sa femme, Nicole, venait d'une famille qui n'avait jamais estimé la nôtre. Sa mère est professeure d'université, et son père travaille pour l'administration locale. Ils ont toujours méprisé les origines d'Izen. Pour eux, leur fille s'était mariée avec quelqu'un de moindre qualité. Nicole, suivant leur exemple, l'attaquait sans cesse. Elle parlait de son salaire, de son éducation, tout ce qu'elle pouvait pour miner sa confiance. Pourtant, je pensais qu'une fois qu'il saurait pour l'héritage que Catherine m'avait laissé 8 millions de dollars, il verrait enfin Izen autrement. Peut-être même le traiterait-il avec un peu de respect, pour une fois. Mais je n'ai pas mentionné l'argent. Pas encore. À la place, j'ai parlé de l'autre raison pour laquelle j'étais revenue. Tu n'avais pas dit que Nicole envisageait de tomber enceinte bientôt ? J'ai pensé revenir tôt pour l'aider, la soutenir pendant la grossesse, l'accompagner pendant sa récupération, peut-être même lui donner un coup de main avec le bébé. L'expression de Nicole est devenue glaciale sur le champ. Je jurerais qu'elle s'est même moquée. La récupération postpartum demande une attention professionnelle, a-t-elle dit d'un ton sec. Tu étais femme de ménage. Qu'est-ce que tu connais à ça ? Sa mère, Suzanne, m'a regardé avec mépris et a ajouté sans perdre une seconde. Prendre soin d'un nouveau-né, ce n'est pas juste des couches et des biberons. C'est une science. Il faut une vraie formation. Ce n'est pas un truc d'amateur. Elles combinaient leur condescendance avec une telle fluidité qu'on aurait dit qu'elles avaient répété leur numéro à l'avance. Et en un instant, elles m'avaient cataloguée comme une nourrice incompétente. J'ai laissé échapper un rire silencieux et amer. Rien n'avait changé. Elles me considéraient toujours comme inférieure. Malgré tout, pour garder mon calme, j'ai forcé un sourire et j'ai dit « Eh bien, si tout est déjà prévu, je ne me mêle pas de ça. Je vous laisse le soin du bébé. » Suzanne leva les yeux au ciel, comme si c'était la seule chose sensée que j'avais dite de la soirée. « Très bien, répondit-elle. Mais tu payeras les frais de la nounou. Je me charge de l'embauche et de la coordination. » Cette phrase m'a laissé sans voix. Un nœud s'est formé dans ma poitrine. Mon fils Izen est intervenu immédiatement, reprenant la conversation là où Suzanne l'avait laissée, sans hésiter. « Exactement, maman. Tu n'aurais jamais dû quitter ce travail. Nos dépenses vont bientôt doubler. Tu devrais continuer à travailler. » C'est là que j'ai compris. C'était clair comme de l'eau de roche. Ils ne voulaient pas que je rentre à la maison pour me reposer. Ils avaient juste besoin d'un revenu stable pour le foyer. Pour eux, je n'étais rien de plus qu'un travailleur, un distributeur automatique sur pattes. Mon visage s'est durci. J'ai 58 ans. Je pense qu'il est temps de me reposer, de prendre ma retraite. La retraite ? A répliqué Nicole en ricanant. Tu n'as même pas de pension. De quelle retraite tu parles ? Ces mots m'ont presque coupé le souffle. J'avais voulu cotiser à un plan de retraite, des années plus tôt. Mais c'était eux qui m'avaient dit d'économiser cet argent pour aider à rembourser l'hypothèque plus rapidement. Et maintenant, ils me le reprochaient ? Nicole a passé sa main dans ses cheveux et a lancé sèchement. C'est parce que tes revenus étaient pathétiques. Qui t'a dit d'acheter une maison que tu ne pouvais pas te permettre sans emprunt ?
Tu aurais dû mieux planifier. Izen, essayant de calmer Nicole, m'a parlé d'un ton plus fort. Ça suffit, maman. Nicole essaie d'avoir un enfant. Tu la stresses. On a plus que jamais besoin d'argent en ce moment. Et tu devrais aider. Tu es encore en forme. Il n'y a aucune raison pour que tu ne puisses pas continuer à travailler encore 20 ans. Garde la retraite pour quand tu auras 80 ans. Encore 20 ans. Je suis restée figée, submergée par une vague de tristesse que je n'arrivais même pas à exprimer. Après tout ce que j'avais donné, chaque sacrifice, chaque heure travaillée, chaque dollar gagné, je n'étais toujours à leurs yeux qu'un simple distributeur d'argent. C'est à ce moment-là que je l'ai vu tel qu'il était vraiment. Tous ces discours sur le respect et la gratitude n'étaient que des mensonges enrobés de sucre, juste pour que je continue à travailler. Quand Izen était encore à l'université, il avait déjà commencé à sortir avec Nicole. Pour les aider à vivre plus confortablement et calmer la famille pleine de préjugés de Nicole, j'avais tout quitté pour déménager dans une autre ville et travailler comme femme de ménage à plein temps, en interne, juste pour pouvoir économiser suffisamment et leur acheter une maison. Ils n'ont pas payé un seul centime, bien que seul leur nom apparaisse sur l'acte de propriété. Et à l'époque, les larmes aux yeux, il m'avait dit « Un jour, quand on ira mieux, on prendra soin de toi. Tu auras enfin la vie que tu mérites. » Mais maintenant, je comprends ce qu'il voulait dire par « la vie que je mérite ». Une vie de travail sans fin, jusqu'à ce que mon corps lâche à 80 ans. J'ai retenu mes larmes, rassemblé ma voix et dit fermement. J'ai dit que je prends ma retraite. C'est définitif. Personne ne peut prendre cette décision à ma place. Suzanne a dû comprendre que je parlais sérieusement, et cela l'a inquiétée à l'idée que je cesse de les soutenir. Son ton est aussitôt devenu plus doux. Écoute, ce n'est pas qu'on ne comprend pas. Tu dois juste être réaliste. Il n'y a pas de chambre libre ici pour toi. Tu ne peux pas espérer rester ici éternellement, n'est-ce pas? Mais elle avait déjà une idée en tête. Je l'ai vue dans ses yeux, et ça m'a retourné l'estomac. Je connais une famille aisée qui cherche une aide à domicile interne. Bon salaire, logement et repas inclus. Tu as déjà fait ce genre de travail. La transition devrait être facile. Nicole est intervenue avec un sourire moqueur. C'est une idée parfaite, vraiment. Tu pourrais même nous aider à alléger la charge financière. Ce que tu gagnes pourrait aller aux dépenses du foyer. Tout le monde y gagne, non? Suzanne haussa les épaules et ajouta. De toute façon, tu n'as pas besoin de repos. Reprendre le travail ne te tuera pas. Ne dis pas non trop vite, essaie. Si ça se passe bien, tu pourrais même y rester à long terme. Mon visage devenait de plus en plus froid à chaque seconde. J'ai démissionné. Je ne compte plus jamais travailler chez qui que ce soit. Le sourire de Suzanne a disparu. Son regard est devenu tranchant, calculateur. Très bien, si tu ne veux vraiment plus travailler pour d'autres. Soit. Sa voix est devenue éthérée, mais chaque mot portait une pression sourde. Il y a une maison de retraite pas loin. Bonnes installations, nourriture correcte, logement. Tu pourrais y postuler pour un poste avec hébergement. Peut-être en cuisine, en entretien. Un petit job pour gagner ta vie. Nicole leva les yeux au ciel et se moqua. Là, au moins, c'est plus raisonnable. Tu ne peux pas vivre à l'hôtel et t'attendre à ce qu'on paie la facture. Dans une résidence, tu serais autonome. Arrête d'espérer qu'on te prenne en charge. La colère bouillonnait en moi, mais je me suis forcée à rester calme. Je me suis tournée vers Izen. Tu trouves ça acceptable, toi? Envoyer ta propre mère nettoyer les sols d'une maison de retraite juste pour pouvoir manger? Il a détourné le regard, mais a tenté de garder son sang-froid. Maman, sois réaliste. Tu as toujours dit que tu voulais être indépendante. Ce serait la manière la plus digne de l'être. Tu subviennes seule à tes besoins, et on ne se doit rien. Et puis il a ajouté, sortant son téléphone. D'ailleurs, il y a une place libre en ce moment. J'ai déjà appelé pour vérifier. Tu pourrais emménager dès aujourd'hui. Puis, juste devant moi, il a commencé à composer de nouveau le numéro. Je n'arrivais presque pas à croire ce que j'étais en train de vivre. L'enfant dans lequel j'avais investi toute ma vie était désormais si impatient de me pousser vers la sortie, comme si je n'étais plus qu'un poids mort. Mes mains tremblaient, et les larmes coulaient sans s'arrêter sur mon visage. Izen, j'ai tout donné pour t'élever. J'ai dépensé toutes mes économies pour t'acheter une maison. Et maintenant, à cet instant précis, tu ne me vois que comme un fardeau dont tu meurs d'envie de te débarrasser. C'est ainsi que tu remercies ta mère? Pendant une fraction de seconde, un éclat de culpabilité a traversé son regard,
mais il a rapidement été englouti par la colère. Il a donné un coup de pied dans ma valise, la renversant au sol. Tu crois avoir souffert? C'était ton choix. Si tu ne t'étais pas séparé de mon père, on ne serait pas tombé dans la ruine. J'aurais pu grandir dans la richesse, et c'est toi qui as tout gâché. Laisse-moi te dire une chose, Margaret. Tu me dois tout. Pour le reste de ta vie. Je suis restée là, silencieuse, stupéfaite, le regard figé dans ses yeux injectés de sang. Une douleur sourde et tenace me transperçait la poitrine, comme un couteau émoussé qu'on fait tourner lentement, découpant tout ce qui me restait à l'intérieur. Il n'en avait aucune idée. La seule raison pour laquelle j'ai divorcé de son père, c'était à cause de lui. Si je ne m'étais pas éloignée de ce mariage, son soi-disant père riche ne l'aurait jamais reconnu comme son fils. En réalité, il aurait pu finir abandonné dans un foyer, traité comme un chien errant que personne ne veut. Chaque sacrifice que j'ai fait, chaque décision, chaque larme, c'était pour qu'il ait une chance de vivre une vraie vie. Et maintenant, le voilà, en train de me renvoyer l'ascenseur comme un animal acculé, me reprochant d'avoir détruit le futur que j'avais désespérément essayé de protéger. J'ai porté une main à ma poitrine, tentant de calmer la tempête intérieure, mais la douleur ne faisait qu'empirer. Toutes ces années de dévouement, de sacrifice, d'amour, soudain, elles m'ont semblé être la pire des plaisanteries que la vie pouvait me faire. Izen n'était pas mon fils biologique. Il avait été adopté. La première fois que je l'ai vu, j'étais bénévole dans un centre de protection de l'enfance de la ville. Il avait à peine 1 an. Fragile comme un chaton, les lèvres bleuies, son petit corps sans énergie. Le directeur m'a dit qu'Izen était né avec une grave malformation cardiaque. Ses parents biologiques l'avaient abandonné dans une benne à ordures. Un passant avait entendu ses faibles pleurs et l'avait emmené à l'orphelinat. Je ne sais toujours pas exactement ce qui m'a attiré vers lui. Peut-être la façon dont ses yeux pleins de peur et de détresse ont croisé les miens. Ou peut-être parce que j'ai perdu ma propre mère très jeune. Voir souffrir un enfant m'était insupportable. Je suis rentrée à la maison et j'en ai parlé à mon mari de l'époque. Après mûre réflexion, nous avons décidé de l'adopter. À partir de ce moment, nous avons traversé le pays pour trouver des hôpitaux et des spécialistes, faisant tout notre possible pour sauver la vie d'Izen. Mais 2 ans plus tard, mon mari a changé. Il m'a dit qu'il en avait assez d'élever l'enfant d'un autre. Il voulait un enfant à lui. Il m'a posé un ultimatum. Soit je renvoyais Izen à l'orphelinat, soit je le quittais et je l'élevais seul. Je n'ai pas hésité. J'ai choisi Izen. À cette époque, sa santé était encore instable. L'idée de le renvoyer à l'orphelinat me terrifiait. Cela pourrait retarder son traitement, ou pire, lui coûter la vie. Alors j'ai travaillé en double, parfois en triple. Le soir, je m'asseyais à la table de la cuisine, les yeux brûlants, à fabriquer des objets artisanaux juste pour gagner un peu plus. Et d'une manière ou d'une autre, pendant toutes ces années longues et désespérées, je l'ai maintenu à flot. Il a survécu, il s'est rétabli, et il a fini par être aussi en bonne santé que n'importe quel autre garçon. Il est même allé à l'université. Je ne lui ai jamais dit la vérité sur son passé. Pas parce que je voulais lui mentir, mais parce que je ne voulais pas lui imposer ce fardeau. C'était déjà un enfant sensible et peu sûr de lui. Je ne voulais pas qu'il porte le poids d'avoir été abandonné par ses parents biologiques, puis rejeté par son père adoptif. Je voulais lui faire croire que le monde pouvait encore être bon. Que l'amour, le véritable amour existait. Mais jamais, même dans mes pires cauchemars, je n'aurais imaginé qu'il deviendrait cela. Froid. Égoïste. Ingrat. Même si j'étais en colère, un léger soulagement me traversait aussi. Merci mon Dieu de ne jamais avoir mentionné le fonds fiduciaire. S'ils avaient su que les 8 millions de dollars m'avaient déjà été transférés légalement, j'imagine à quel point les choses auraient été encore plus laides. J'ai regardé Izen avec un regard glacial et impassible. Si tu es capable d'une telle cruauté, alors qu'il en soit ainsi. À partir de maintenant, c'est fini. Toi et moi, on n'a plus rien à voir l'un avec l'autre. Je me suis baissée, j'ai ramassé ma valise et j'ai tourné les talons pour partir. Mais soudain, Suzanne m'a attrapé par le bras. Qu'est-ce que tu racontes? Izen est ton fils. Tu es censé être responsable de son avenir. Tu ne peux pas simplement faire ta valise et partir. Nicole est intervenue à son tour, partageant l'indignation de sa mère. Oui, quelle sorte de mère ferait une chose pareille? Tu l'as élevé, et maintenant? Tu veux t'en laver les mains? C'est d'une irresponsabilité incroyable. J'ai laissé échapper un rire froid. Tu es professeur d'université, une femme instruite, et c'est ton argument?
Légalement, un parent est seulement tenu de s'occuper d'un enfant jusqu'à ses 18 ans. Et moi, j'ai soutenu Izen jusqu'à ses 30 ans. Qu'est-ce que vous attendez de plus? Le visage d'Izen s'est crispé et sa voix s'est élevée avec rage. Ça, ce n'est pas être parent. C'est faire de mauvais choix et devoir payer les conséquences. Tous les malheurs de ma vie sont de ta faute. Tu me dois une dette à vie. Puis il a crié, la voix chargée de venin. Tu m'as demandé la permission avant de me faire venir au monde? J'ai failli éclater de rire tant c'était absurde. Il avait l'air complètement dérangé. Je l'ai regardé comme un inconnu, quelqu'un que je ne reconnaissais plus. J'ai dû être aveugle pour élever quelqu'un comme toi. Et si tu as des questions philosophiques aussi tordues, peut-être que tu devrais les poser à ta mère biologique, celle qui t'a abandonné dans une benne à ordures. Je ne savais même pas si j'avais vraiment conscience de ce que je venais de dire. Il est resté figé un instant, confus, mais la colère déformait toujours son visage. Peu importe. Qu'il comprenne ou non, ça n'avait plus d'importance pour moi. Je me suis dégagé de l'emprise de Suzanne et je suis sorti sans me retourner. Presque immédiatement, j'ai entendu des cris furieux dans mon dos. Tu renies ton propre fils. Tu n'es même pas humaine. Ne sois pas si fière, Margaret. Quand tu seras vieille, malade, et que personne ne voudra de toi, on verra jusqu'où va cette prétendue indépendance. Aucune entreprise ne va embaucher une femme de ton âge. Et quand tu toucheras le fond, ne reviens pas ramper chez nous. Je me suis arrêtée, me suis retournée lentement, et je les ai regardés avec un calme glacial. Vous devriez vous inquiéter pour vous-même, ai-je dit froidement. N'oubliez pas que la maison dans laquelle vous vivez, cette maison que vous considérez comme un droit de naissance, je l'ai achetée avec chaque centime que j'ai épargné durant toutes ces années. Et si jamais je décide de la récupérer, ne sois pas si sûr d'avoir encore un toit. Nicole a surgi sur le pas de la porte, me pointant du doigt avec rage. Ne pense même pas à toucher à cette maison. Elle est enregistrée au nom d'Izen et moi. C'est légalement la nôtre. Tu n'as aucun droit. Plus elle criait, plus je me sentais calme. Bien, ai-je dit d'une voix posée. Alors écoute bien ceci. Je m'en fiche de devoir dépenser le prix de 2 maisons. Je ne laisserai pas cette maison entre les mains d'un groupe de sangsues ingrates. Les yeux de Nicole se sont écarquillés, incrédule. Puis elle a éclaté de rire, d'un ton moqueur. Tu es devenue folle. 2 maisons? Tu n'as même pas $1000 à ton nom. Cette maison est à nous. C'est notre propriété conjugale. Toi, tu n'es qu'une bonne ratée qui veut vivre au-dessus de ses moyens. Dégage. Les gens comme toi méritent de pourrir dans la rue. Et sur ces mots, elle m'a claqué la porte au nez. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas discuté. Je n'ai même pas bronché. Je me suis simplement dirigé vers l'ascenseur. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à chercher des annonces de maisons de luxe dans les meilleurs quartiers de la ville. Un sourire amer s'est dessiné sur mes lèvres. Si je ne m'installais pas dans la plus belle maison de la ville, ce serait insulter les 8 millions de dollars qui reposaient tranquillement dans mon fonds fiduciaire. Ce soir-là, je me suis installé dans l'hôtel 5 étoiles le plus prestigieux du centre-ville. J'ai contacté l'avocat privé de Catherine et je lui ai demandé d'entamer les démarches légales pour réclamer tout ce qui me revenait de droit. Dans les jours qui ont suivi, j'ai vécu dans cet hôtel tout en me plongeant dans le marché immobilier de luxe. Je faisais des recherches sur les propriétés, passais en revue les annonces et planifiais des visites. Une semaine plus tard, j'avais rendez-vous pour visiter un lotissement privé très prisé. C'était la résidence la plus prestigieuse de toute la ville. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était que l'agente immobilière chargée de me faire visiter ne soit autre que la nièce de Suzanne, Chloé. Le showroom immobilier de luxe était bondé. Malgré des prix de départ dépassant largement le $1 million, l'exclusivité du projet attirait sans cesse de nouveaux acheteurs potentiels. Je venais à peine de pénétrer dans le vaste hall d'entrée lorsqu'une jeune femme aux cheveux longs et au sourire frais s'est approchée de moi avec entrain. « Bonjour, madame. Souhaitez-vous que je vous présente les détails du projet? » « Oui, volontiers. Pourriez-vous commencer par me montrer les maisons témoins? » Je l'ai suivie vers la zone d'exposition. Mais nous avions à peine fait quelques pas lorsqu'une voix stridente a résonné de l'autre côté de la pièce. « Qui s'occupe de la sélection des clients aujourd'hui? On laisse entrer n'importe qui, maintenant? » J'ai levé les yeux. Et là, se tenait Chloé. La nièce de Suzanne. La cousine de Nicole. On ne s'était vu que quelques fois, mais elle m'avait laissé une impression durable. Son attitude typique de grimpeuse sociale du genre A. L'arrogance transpirait dans chacun de ses gestes et de ses mots.
Chloé faisait constamment étalage du fait qu'elle ne traitait qu'avec des clients de la haute société. Avant même que je puisse réagir, elle s'approchait déjà à grands pas, ses talons claquant avec assurance sur le sol, les yeux pleins de mépris. « Margaret? Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je l'ai regardée froidement et j'ai continué à marcher. « Je viens visiter une propriété. »« Un problème ?» Elle s'est immédiatement placée devant moi, m'obstruant le passage avec une moue de dédain. « Une femme de ménage ? Tu crois pouvoir te permettre ce genre d'endroit ? Ne me dis pas que tu es juste venu pour le café gratuit. J'en ai vu plein comme toi, faire semblant d'être des acheteurs, juste pour grignoter quelque chose. » Les gens autour de nous commençaient à chuchoter, à nous regarder avec des regards mêlés de jugement et de curiosité. Certains hochaient même légèrement la tête, comme pour dire « elle n'a pas tort ». La jeune assistante à mes côtés tenta d'apaiser la situation avec douceur. « Chloé, je ne suis pas occupée en ce moment. Je peux faire visiter les lieux à cette dame. » Mais Chloé la repoussa sans hésiter, les yeux toujours pleins de mépris. « Et toi, pour qui tu te prends à me faire la leçon sur mon travail ?» La jeune fille recula, intimidée. Chloé se tourna alors et fit signe à 2 agents de sécurité. « Vous deux, faites sortir cette visiteuse. » Tout de suite. Le showroom entier se figea dans le silence. Tous les regards étaient braqués sur nous. Je levai calmement la main pour arrêter les agents avant qu'ils ne bougent. « Je suis venu visiter une propriété. Sur quelle base comptez-vous m'expulser? Où est votre supérieur? Je souhaite parler à quelqu'un de responsable. » Je me tournai vers la foule. « Vous êtes tous ici pour visiter des propriétés aussi. Alors, dites-moi, ai-je fait quoi que ce soit d'inapproprié ?» Les gardes hésitaient. Ils voyaient bien que je n'allais pas céder, et il était évident qu'ils ne voulaient pas créer de scandale. Chloé resta les bras croisés, ricanant. « Allez-y, faites votre petit numéro. On va voir comment vous jouez cette scène. » À ce moment-là, un jeune homme en chemise blanche impeccable s'approcha rapidement, affichant un sourire poli et professionnel. « Bonjour, madame. Je suis Alex, le responsable des ventes de ce projet. Y a-t-il un problème que je puisse résoudre ?» Avant que je ne puisse parler, Chloé s'interposa. « Alex, elle est juste là pour les trucs gratuits. » J'étais sur le point de demander à la sécurité de la faire sortir. Alex fronça légèrement les sourcils, mais conserva un ton courtois. « Madame, pourriez-vous nous présenter un justificatif de solvabilité? Comme vous le savez, cette exposition est réservée aux invités, et nous exigeons une preuve de capacité d'achat. » Sans hésiter, j'ai sorti une pochette. Mes documents ont déjà été vérifiés à l'entrée. Chloé me l'arracha des mains d'un geste théâtral et l'ouvrit. « 5 millions de dollars? Vraiment ?» hurla-t-elle si fort que toute la salle d'exposition l'entendit. « C'est une femme de ménage. C'est impossible qu'elle ait autant d'argent. Je connais mieux ses antécédents que quiconque ici. C'est forcément faux. On ne peut pas laisser quelqu'un comme elle nous tromper. » Alex restait là, visiblement mal à l'aise, pris au piège entre les deux. Je ne perdis pas mon temps à discuter. Je sortis simplement mon téléphone, ouvris l'application de ma banque et le montrai à tous. La jeune assistante jeta un œil et murmura, bouche bée. « 10. 100. Oh mon Dieu, plus de 8 millions. » Un murmure d'étonnement parcourut la foule. Les yeux s'écarquillèrent. Il n'y avait plus de jugement, juste de la stupeur, de la curiosité, et un brin de respect. Quelqu'un près de moi murmura. « Elle est vraiment riche. » Le visage de Chloé vira du rouge au vert pâle, puis au blanc cadavérique. Elle semblait vouloir disparaître dans le sol. Mais elle ne lâchait toujours pas prise. Elle insista encore d'une voix aiguë et entêtée. « Alex. Cette application bancaire sur son téléphone est forcément truquée. C'est impossible qu'elle ait autant d'argent. » Le visage d'Alex s'assombrit et il fronça les sourcils. « Chloé, ça suffit. » Puis il se tourna vers moi avec un ton calme et respectueux. « Madame, je vous présente nos plus sincères excuses. C'est manifestement une erreur de notre part, et nous allons y remédier immédiatement. Je vais vous confier à notre conseiller clientèle le plus expérimenté. » Je fis un léger geste de la main, un sourire paisible sur les lèvres, puis je me tournai vers la jeune femme qui m'avait accueilli plus tôt. « Ce ne sera pas nécessaire. Elle est très professionnelle. C'est elle que je veux pour me faire visiter la propriété. » Alex sembla un peu inquiet. En réalité, elle vient tout juste de commencer. Techniquement, elle est encore en formation. Je craignais simplement qu'elle n'ait pas assez d'expérience. « Elle me plaît,
répondis-je fermement, sans laisser place à la discussion. Aujourd'hui, j'achète cette maison. Et je veux le faire avec elle. Alex acquiesça aussitôt, nerveux mais enthousiaste. Bien sûr, bien sûr. Monica, assure-toi de... Assure-toi de bien prendre soin de notre invité de marque, dit Alex. Chloé resta sur le côté, le visage figé, les lèvres crispées par la frustration. Elle me regarda m'éloigner avec rage, puis murmura entre ses dents. Juste une servante glorifiée qui se prend pour quelqu'un d'autre. Je l'ignorais complètement et pointai du doigt la maquette au centre du showroom. C'est celle-ci que je veux voir, dis-je à Monica. Dès que j'ai vu cette villa, j'ai su. Plafond haut dans le salon, un grand jardin à l'arrière, un solarium de plus de 200 m et surtout, elle était entièrement meublée et prête à emménager. Je prends celle-là, déclarai-je sans hésiter. On peut commencer les papiers. Les yeux de Monica brillèrent d'enthousiasme. Madame, êtes-vous certaine de ne pas vouloir voir d'autres options? Je suis disponible et je me ferai un plaisir de vous les montrer. Ce ne sera pas nécessaire, répondis-je. Celle-ci me suffit largement. Elle avait du mal à contenir sa joie. Madame, ce sera ma toute première vente. Vous êtes mon porte-bonheur. Nous nous dirigeâmes vers l'espace de signature. Pendant que je révisais les documents, des chuchotements commencèrent à fuser derrière moi. Elle a signé sans même réfléchir. 150 000. Même pas un clin d'œil. C'est ça, la vraie richesse. Le pouvoir de l'argent. Ne vous y trompez pas, dit quelqu'un. Chloé a bien dit que ce n'était qu'une femme de ménage. Elle se pavane sûrement avec l'argent de son patron. De nos jours, même les bonnes savent comment faire leur numéro. Elle doit juste se pavaner avec un crédit qui n'est pas le sien. Franchement, quel patron confierait autant d'argent à une domestique? Des millions. Puis la voix de Chloé interrompit les murmures, empreinte de ce venin de commérage qu'elle maîtrisait si bien. Oh, vous n'avez aucune idée. Ce n'est pas une simple femme de ménage. Non. Ah bon? Et qu'est-ce qu'elle est, alors? Une de ces assistantes qui vivent chez de vieux riches. Vous voyez? Elle ne fait pas que passer la serpillière. Si vous voyez ce que je veux dire. À son âge. Quelle honte. Il y a des gens qui vendraient n'importe quoi pour de l'argent. Si sa famille savait ça, ils auraient honte, non? Je reposai le contrat et me tournai vers Monica. Monica, dis-je avec un sourire calme mais ferme, peux-tu rappeler Alex? J'aimerais acheter une autre propriété. Un silence total tomba sur la pièce. L'atmosphère s'était figée. Monica ouvrit de grands yeux, sa voix tremblante d'incrédulité. Madame, vous êtes sûre? Vous voulez une autre? C'est bien ça, répondis-je posément. Une pour y vivre. L'autre comme investissement. Puis j'ai légèrement souri. J'ai juste une petite faveur à demander à Alex. Alex revint rapidement, le sourire encore plus radieux que tout à l'heure, débordant d'enthousiasme. Bonjour à nouveau, madame. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. J'ai confirmé l'achat de la première propriété, dis-je. Je suis prête à signer le contrat. J'aimerais également ajouter une seconde unité. Mais, fis-je une pause glaciale. J'espère que votre équipe prendra les mesures appropriées face au comportement inacceptable de certains membres du personnel. Le sourire d'Alex s'effaça. Son regard balaya la salle et se fixa rapidement sur Chloé. Chloé, dit-il sèchement. Encore des problèmes. Présente tes excuses à la cliente. Tout de suite. Chloé releva le menton avec défi, refusant de céder. Pourquoi je m'excuserais? J'ai seulement dit la vérité. C'était une femme de ménage. Une de celles qui s'occupent des vieux riches. Et ne me regarde pas comme ça, c'est son fils qui me l'a dit. Je levai lentement la tête, les yeux mi-clos, la fixant intensément. Tu dis que mon fils t'a dit ça? Alors laisse-moi te dire une chose, moi aussi. Il a aussi dit un jour que ton petit carnet de vente ne venait pas de tes compétences supposées, mais des nuits que tu passais dans le lit de tes clients. C'est vrai. Le visage de Chloé devint livide. Ses lèvres tremblaient. Tu mens. C'est de la diffamation. Ah! Et toi, tu ne m'as pas diffamé il y a 5 minutes? Maintenant tu sais soudain ce que signifie calomnier? Je me tournai vers Alex, qui comprit immédiatement le sous-entendu. Son expression devint grave. Chloé, ça suffit. Sécurité, raccompagnez-la dehors. Et à partir de maintenant, tu es renvoyée. Chloé paniqua. Des larmes emplirent ses yeux. Alex, je ne mentais pas.
Elle était vraiment femme de ménage. Mais Alex conserva son ton ferme. Tu as violé notre politique de conduite de manière grave. Tu es renvoyé, avec effet immédiat. Je levai la main pour retenir les agents de sécurité. Attendez, dis-je calmement. Elle ne partira pas tout de suite. Elle m'a publiquement diffamé. Et je ne vais pas laisser passer ça. Sur le champ, je sortis mon téléphone et composai un numéro. Allô, oui, ici la police? Je souhaite porter plainte pour diffamation et harcèlement public. 10 minutes plus tard, 2 agents arrivèrent au showroom. Après avoir écouté mon récit et examiné les faits, ils donnèrent à Chloé un avertissement officiel et lui laissèrent. Les policiers furent très clairs. Si Chloé ne présentait pas d'excuses publiques, j'étais tout à fait dans mon droit de porter plainte. Acculée, tremblante de rage, Chloé finit par murmurer entre ses dents. « Pardon !» Elle lança un dernier regard de haine à Monica et moi avant de quitter la pièce, furieuse, les yeux brûlants de jalousie, surtout lorsqu'elle vit Monica se préparer à conclure la seconde vente. La même Monica qu'elle avait méprisée à peine 1 heure plus tôt était maintenant la star du jour. Au final, je signai les contrats des 2 propriétés et les payai intégralement, sans même la moindre hésitation. Monica, à mes côtés, avait les yeux brillants d'émotion. Elle peinait à trouver ses mots. « Madame, je ne sais pas comment vous remercier. Je travaille ici depuis 3 mois et je n'avais encore rien vendu. Et aujourd'hui, 2 ventes, l'une après l'autre. C'est un miracle. » Pour me montrer sa gratitude, elle insista pour s'occuper personnellement du nettoyage complet et de la préparation du déménagement. J'acceptai avec plaisir. Pour la première fois depuis des années, je me sentais véritablement légère, comme si toute l'humiliation, le ressentiment et l'amertume s'étaient dissipés comme la poussière hors des portes de ma nouvelle villa. Ce soir-là, alors que je rentrais à l'hôtel, mon téléphone sonna. C'était Izen. « Qu'est-ce que tu as fait, bon sang, pour ruiner le travail de Chloé? Toute sa famille nous tombe dessus maintenant, exigeant des explications. Comment comptes-tu arranger ça ?» Je répondis calmement. « Qu'ils viennent. C'est ton problème, maintenant. Je te l'ai dit, c'est fini. Je ne te dois plus rien. Tu crées des problèmes et tu veux que ce soit nous qui assumions les conséquences. Ce n'est pas juste. » Cette phrase fit bouillir mon sang. Des problèmes? Sérieusement? Chloé m'a diffamé publiquement. Elle a cherché ce qui lui est arrivé. La police était là. Tu crois qu'ils sont venus pour se divertir? Et si ça tourne encore plus mal, ne crois pas que tu t'en sortiras indemne. Izen resta silencieux un instant. Quand il parla à nouveau, son ton s'était adouci, visiblement plus calculé. Bon, passons à autre chose. Au fait. Là, je l'entendais venir. Ce ton hésitant. Ce changement d'attitude intéressé. Alors, maman, qui est ton nouveau patron? Ils doivent être vraiment riches. Et on dirait qu'ils te traitent bien, non? Je ris intérieurement. Voilà. Il avait de nouveau flairé l'odeur de l'argent et rôdait comme un chien de chasse. Peu importe qui ils sont, ça ne te concerne pas, Izen. Laisse-moi te le dire une fois pour toutes. C'est terminé. Définitivement. Et sur ce, je mis fin à l'appel et bloquai tous les numéros d'Izen, Nicole, et de toute leur famille. Mais ça quoi je ne m'attendais pas, c'était de tomber, quelques jours après mon emménagement, sur quelqu'un que je n'avais aucune envie de revoir, Suzanne. Ce jour-là, je me trouvais dans un showroom de piano haut de gamme en centre-ville, à la recherche d'un piano à queue. Je venais de m'asseoir sur le banc pour essayer quelques touches lorsque les grandes portes s'ouvrirent brusquement dans un vacarme de talons et de pas rapides. Suzanne entra, entourée de son habituel cercle d'amies bourgeoises, leur voix perçante pleine d'autosuffisance. « Mais qu'est-ce que c'est que ce magasin ?» lança Suzanne avec moquerie. « On laisse n'importe qui s'installer au piano. Quelle absence de professionnalisme !» Son regard se posa sur moi, et le sarcasme dégoulinait littéralement de son sourire. « Margaret, tu t'es lavé les mains avant de toucher cet instrument? Tu n'as pas travaillé dans le domaine sanitaire pendant toutes ces années? Dieu seul sait quel microbe tu trimbales sur tes doigts. » Sa petite clique ricanait et chuchotait entre elles, me regardant avec un mépris à peine voilé. « C'est elle, ta belle-mère ?» demanda l'une d'elles, sans même baisser la voix. « TSK. Elle ne peut pas s'en acheter un, alors elle vient juste faire semblant. La honte. » Une autre femme, les cheveux tirés dans un chignon dramatique et d'énormes lunettes de soleil sur le nez, me dévisagea avec dédain. « Ugh. Rien de plus irritant que quelqu'un qui essaie de paraître chic avec des sacs contrefaits. » Les 2 vendeurs du showroom échangèrent un regard discret, clairement mal à l'aise.
L'un d'eux s'approcha de moi et m'adressa un sourire chaleureux et professionnel. N'hésitez pas, madame. Vous pouvez continuer à essayer le piano. C'est pour cela qu'ils sont là, même sans intention d'achat. Je hochai la tête poliment, puis me replongeai dans la partition pour me préparer à jouer. Pour calmer l'atmosphère tendue, l'autre conseiller s'approcha de Suzanne et de son groupe. Mesdames, bienvenue. Y a-t-il un modèle particulier que vous souhaitez voir? Je serais ravi de vous présenter notre sélection. Suzanne me lança un regard glacial, puis répondit sèchement. On allait jeter un œil. Mais maintenant, je ne suis plus si sûre. Visiblement, cette boutique n'accorde aucune importance ni à ses instruments ni à ses clients. Je lui souris. Je me tournai calmement vers le vendeur et lui dis clairement. J'ai besoin d'un peu plus de temps pour essayer quelques modèles. J'ai bien l'intention d'acheter aujourd'hui. La femme au chignon se moqua et s'affala sur un canapé proche, les bras croisés. Bien sûr, voyons ça. Je vais m'installer ici et observer comment tu vas essayer de t'en sortir sans rien acheter. J'ai hâte de voir ça. Suzanne tira le bras de son amie. Allez, allons ailleurs. Juste être près de ce genre de gens me met de mauvaise humeur. Mais je savais que ce n'était pas vrai. Suzanne avait déjà entendu de la bouche de Chloé que j'avais acheté 2 villas. Elle n'en était visiblement pas certaine, et elle craignait que je prouve encore une fois qu'elle avait tort. Mais son amie ne céda pas aussi facilement. Moi, je reste ici, dit la femme au chignon avec un sourire moqueur. Je ne dormirai pas de la nuit si je ne vois pas cette femme s'humilier. Ces mots semblèrent encourager le reste du groupe. Tous restèrent, attendant ce qu'ils pensaient être un désastre divertissant. Je choisis l'un de mes morceaux préférés et laissai mes doigts glisser doucement sur les touches. Les notes flottaient dans la pièce, douces et fermes, comme la mélodie de la sonate au clair de lune qui emplissait l'air. La femme au chignon tordit la bouche de dédain et souffla. « C'est quoi, ça? On dirait du bruit. Qui lui a appris à jouer? Elle pense qu'elle a sa place dans un magasin de piano avec un tel carnage? Pitié! » Mais avant que je puisse répondre, le vendeur à mes côtés commença à applaudir avec une admiration sincère dans le regard. « Madame, c'était magnifique. Vraiment. C'est l'une des interprétations les plus émouvantes de la sonate au clair de lune que j'ai entendue depuis longtemps. » La femme au chignon leva les yeux au ciel si fort qu'elle manqua de tomber en arrière. « Oh, pitié! Si elle était si talentueuse, elle ne serait pas coincée dans la vie minable qu'elle mène. Tes compliments sont trop évidents, chérie. » À ce moment-là, quelques jeunes gens entrèrent dans le showroom. Ils ne dirent rien. Ils se tinrent derrière moi, écoutant en silence. Au moment où mes doigts quittèrent les touches, une salve d'applaudissements éclata spontanément derrière moi. Waouh! C'était incroyable! J'étudie le piano depuis des années, et je n'arrive toujours pas à transmettre cette émotion dans la sonate de Moula. Sérieusement, vous avez capturé cette atmosphère brumeuse et onirique avec une telle fluidité. Vous êtes impressionnante. Suzanne se tenait non loin, fronçant les sourcils, les yeux plissés de confusion. Elle ne comprenait pas. Comment quelqu'un qu'elle avait toujours méprisé pouvait-il jouer avec autant de grâce et de maîtrise? La vérité, c'est que je devais ce moment de paix, de musique, à ma défunte patronne. Elle venait d'une famille prestigieuse, la femme la plus élégante et sincère que j'ai jamais connue. Elle ne m'avait jamais rabaissée. En fait, elle me traitait plus comme une petite sœur que comme une employée. À chaque moment libre, elle m'encourageait à apprendre la musique, la peinture, la littérature. Et je n'ai jamais pris ça à la légère. J'ai étudié avec sérieux, profondément reconnaissante pour sa générosité et sa patience. Au fil des ans, elle n'a pas seulement changé mon mode de vie, elle a transformé tout mon esprit. Je continuais à jouer, laissant les touches m'emporter l'esprit, pendant que le visage de la femme au chignon se tordait face à la pluie de compliments. Elle baissa la tête, visiblement mal à l'aise. Puis, dans une tentative désespérée de sauver les apparences, elle releva soudainement la tête. « Et alors? Tu sais jouer une chanson, et après? Si tu es si impressionnante que ça, paie le piano maintenant. » J'avais déjà pris ma décision. Avec calme, je tendis ma carte bancaire au vendeur. « Merci, madame, dit-il joyeusement. Ça fera 15 000 $. J'entrai mon code. Transaction approuvée. Madame, pourriez-vous me donner votre nom pour finaliser la facture? Demanda-t-il. Bien sûr, répondis-je en souriant. Margaret Turner. La femme au chignon blêmi. Elle tourna la tête vers Suzanne, abasourdie. Tu m'as dit qu'elle travaillait pour quelqu'un, que les villas qu'elle a achetées n'étaient même pas à elle.
Le visage de Suzanne changea. Elle s'approcha, le regard mêlant incrédulité et quelque chose de plus profond. Toi? Tu as acheté ce piano? Et ces 2 villas sont les tiennes? Je souris. Les factures et les contrats sont à mon nom. S'ils ne sont pas à moi, à qui sont-ils? À toi? Balbutia-t-elle. Son visage se déforma instantanément, traversé par une tempête de choc, d'envie, de suspicion et de regrets amers. Margaret, tu n'étais qu'une femme de ménage. D'où sort tout cet argent? Chaque dollar que je dépense a été gagné de manière légale et légitime, répondis-je, ma voix froide et tranchante. Suzanne se moqua. Oh, allons. Tu as forcément fait quelque chose de louche pour en arriver là. La femme au chignon intervint aussitôt. Oui, peut-être une escroque. C'est comme ça que les gens font fortune rapidement, de nos jours. À peine ces mots furent-ils prononcés qu'une autre femme, restée silencieuse jusqu'ici, éclata soudainement. Une escroque. N'ose même pas plaisanter avec ça. Lança la femme au chignon, paniquée, en cherchant son téléphone avec des mains tremblantes. Allô? 911. J'ai besoin de la police. Il y a une escroc ici. Avant que quiconque ne puisse réagir, elle raccrocha et se jeta sur moi, essayant de m'arracher mes vêtements dans un accès de rage. Le personnel du magasin s'empressa de la retenir. Elle pleurait, criait, complètement hystérique et soudain, je compris la raison de son dérapage. Elle s'était fait escroquer de plus de 100 000 $ il y a 6 mois. Elle n'avait jamais récupéré son argent. Et la douleur de cette perte la rongeait encore tellement qu'il lui suffisait d'entendre le mot escroquerie pour sombrer. Sa colère ne m'était pas réellement destinée. Elle s'en prenait à une ombre de son passé. La police arriva rapidement. Et à ma surprise, c'étaient les 2 mêmes agents que se rencontraient le jour où j'avais acheté les villas. L'un d'eux haussa un sourcil en me reconnaissant, un sourire au coin des lèvres. « Tiens, encore vous, madame ?» Je hochai poliment la tête, mais avant que je puisse parler, la femme aux cheveux frisés bondit et hurla. « C'est une arnaqueuse, agent! Arrêtez-la immédiatement !» Le sourire du policier s'effaça. Il redevint sérieux. « Madame, avez-vous des preuves pour appuyer cette accusation? » « Des preuves? » cracha-t-elle. « Évidemment que non. Je vous donne juste un indice. Vous devriez enquêter vous-même. Franchement, comment une bonne peut-elle s'offrir des villas et un piano à queue? Ça vous paraît normal? » Le policier soupira en haussant les mains. « Peut-être qu'elle a gagné à la loterie. Ça arrive. » Suzanne intervint aussitôt, le ton sec. « Elle? Gagner à la loterie? Ne soyez pas ridicule. Elle n'a jamais eu de chance dans sa vie. Elle a grandi sans parents, elle a eu un mariage raté, des boulots de misère. Les gens comme elle n'ont pas de chance, ils désespèrent. Elle n'a ni éducation ni carrière. Qu'aurait-elle pu faire d'autre que quelque chose de louche pour obtenir autant d'argent? » Le visage du policier se durcit. « Madame, je vous conseille de faire attention à vos paroles. Une accusation sans preuve constitue de la diffamation et une attaque personnelle. Nous pouvons ouvrir une enquête si nécessaire. » Le visage de Suzanne pâlit aussitôt. Elle se tut, sur le champ. Un tourbillon d'émotions m'envahit, frustration, douleur, colère mais surtout une profonde clarté. Ma vie n'avait jamais été facile. J'avais grandi seule. Après le divorce, je m'étais sacrifiée pour soutenir un fils qui n'avait jamais apprécié aucun de mes efforts. Et maintenant, ceux-là même qui avaient profité de mes sacrifices utilisaient mes pires souvenirs comme arme pour me détruire. Si j'avais des ennemis dans cette vie, c'était Suzanne, sa fille Nicole et Isaine. Ils n'étaient pas seulement ingrats, ils étaient la véritable malédiction de mon histoire. Mais aujourd'hui, je les voyais enfin pour ce qu'ils étaient. Je sortis mon téléphone, ouvris mon application bancaire, et sans dire un mot, tendis l'écran vers Suzanne, pour qu'elle et tous les autres puissent le voir. « Tu ne veux pas me voir heureuse? Pas de chance. On dirait que le ciel en a décidé autrement. Tu vois ça? Plus de 8 millions. Tout est légal. Tout est à moi. Aucun secret sale. Aucun tour de passe-passe. Juste des bénédictions que tu ne comprendras jamais. Et si ça te rend malade, eh bien, j'espère que ça te coupe l'appétit. Tu veux m'accuser d'avoir couché avec quelqu'un pour en arriver là? Vas-y, poursuis-moi. Je t'attends. » La tasse d'eau de Suzanne glissa de sa main et s'écrasa au sol avec un fracas métallique. Je crus presque entendre son orgueil se briser en 1000 morceaux. 8 millions. Bredouilla-t-elle. Comment diable peux-tu avoir autant d'argent? Sa voix tremblait.
Le choc cédait lentement la place à la panique. Puis son expression changea. Comme si quelque chose venait de faire tilt dans son esprit. Ah, maintenant je comprends. C'est pour ça que tu as coupé les ponts avec ton fils. Tu t'es enrichi et tu l'as laissé tomber comme une vieille chaussette. C'est cruel, Margaret. T'es vraiment incroyable. Je me tournai vers elle, ma voix tranchante, ferme. Ne déforme pas l'histoire, Suzanne. J'étais prête à tout laisser à ta fille et à mon fils. C'était le plan. Mais dès que j'ai quitté mon travail, ils ont décidé que je n'étais plus qu'un poids mort. Ils m'ont jeté dehors comme une ordure. Tu crois que j'ai oublié? Cette maison dans laquelle tu vis? Chaque dollar pour l'acheter est sorti de ma poche. Et pas seulement tu m'as viré. Tu voulais aussi que je lave les sols d'une maison de retraite miteuse pour continuer à subvenir à vos besoins? Tu m'as même suggéré d'aller travailler comme domestique chez un vieux riche. Dieu seul sait quel service tu avais en tête. Dis-moi, Suzanne. Il te reste encore un peu de décence, quelque part? J'aurais pu offrir à ta famille une vie de luxe. Mais maintenant. Oublie ça. C'est vous qui avez tout gâché. Je me tournai vers la foule grandissante autour de nous. Dites-moi. Est-ce qu'un ramassis d'ingrats comme eux ne mérite pas exactement ce qu'il a perdu? L'énergie du public changea. Leur regard, autrefois plein de commérage, était désormais rempli de jugement dirigé droit vers Suzanne et ses amis. Le visage de Suzanne vira au rouge, comme celui d'une escroc prise la main dans le sac, en pleine. Tu mens. On n'a jamais dit que tu devais travailler pour un vieux. S'écria Suzanne. Ah oui. Répondis-je calmement. Alors je vais diffuser l'enregistrement. Que tout le monde écoute tes paroles exactes. Son visage devint blême, et pendant une seconde, je vis une vraie peur dans ses yeux. Cet enregistrement a sûrement été modifié. Je n'écouterai pas ces sottises. Sa voix se brisa alors qu'elle tournait les talons et se dirigeait vers la sortie. Margaret, tu es cruelle jusqu'à la moelle. Un jour, tu recevras ce que tu mérites. Et sur ces mots, elle quitta la pièce en furie, claquant la porte derrière elle. Je soufflai profondément. C'était fini, pour le moment. Mais je savais que ce n'était pas réellement terminé. Avec autant d'argent en jeu, des gens comme Suzanne ou Izen ne disparaissent jamais bien longtemps. Ce que je ne m'attendais pas, c'était à quel point Izen allait revenir vite. Le lendemain matin, le concierge me remit un énorme bouquet de fleurs, disant que quelqu'un l'avait laissé devant ma porte. Je fronçai les sourcils, traînai les fleurs à l'intérieur et les examinai attentivement. Au centre, une petite carte. Je te souhaite un bon week-end. Avec amour, ton fils, Izen. J'ai failli éclater de rire, esséhuré jusqu'à l'os. C'était tellement grossier que ça en devenait presque comique. Sans hésiter, j'ai pris le bouquet et l'ai jeté directement à la poubelle de la cuisine. Puis j'ai pris une photo, pétales écrasés, tiges tordues, cartes froissées tout en un seul cliché. Je l'ai envoyé à la conciergerie avec un message clair. À partir de maintenant, refusez toute livraison de cette personne. Et envoyez-lui cette photo. Je ne voulais pas seulement le rejeter. Je voulais l'humilier. Effectivement, je n'ai plus jamais reçu de fleurs de sa part. Mais il n'a pas abandonné. Il a simplement changé de méthode. Il s'est mis à m'attendre tous les jours devant la résidence. Qu'il pleuve ou qu'il vente, en semaine ou le week-end, il était là, à rôder, désespéré. Chaque fois que je sortais ou rentrais, il entamait un nouveau numéro pathétique, comme un acteur de tragédie bon marché. Un jour, il s'est même agenouillé sur le trottoir, sanglotant. « Maman, s'il te plaît, ne sois plus en colère. Reviens à la maison. J'ai eu tort. Maman, quoi qu'il arrive, je reste ton fils. Comment peux-tu être aussi froide avec moi ?» Je ne pris même pas la peine de le regarder. Sa théâtralité me donnait des frissons. J'en ai eu assez, au point d'engager un chauffeur à temps plein. Chaque jour, je m'asseyais à l'arrière de la voiture, vitre teintée, passant directement du portail au garage de ma villa. Pas un regard. Pas une parole. Aucune chance pour lui de m'atteindre. Izen a persisté ainsi pendant 2 semaines entières. Mais une fois qu'il a compris que je ne céderais pas, il a finalement abandonné. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Au lieu de cela, il a changé de tactique. Il a commencé à fouiller, à enquêter, et il a réussi, d'une manière ou d'une autre, à contacter mon ex-mari Richard, qui avait aussi été le père d'Izen. C'est là que les choses ont pris une tournure inattendue. Izen ne voulait plus se réconcilier. Il voulait me contrôler. M'écraser. Me détruire complètement.
Il était clair que s'il ne pouvait pas obtenir ce qu'il voulait, il préférait me voir anéanti. Un après-midi, mon téléphone sonna. C'était Richard. On n'avait pas parlé depuis plus de 20 ans. Je n'avais aucune idée de comment il avait obtenu mon numéro. Je voulais juste te prévenir, dit-il calmement. Izen est venu me voir. Il a pleuré, m'a supplié de te convaincre de rentrer à la maison. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, et franchement, je lui ai dit que ça ne me regardait pas. Je lui ai rappelé que je ne suis pas son père biologique. Je lui ai même dit que ce qui se passe entre vous deux ne me concerne pas. Je suis un étranger. Mais il a insisté que je mentais. Il s'est même présenté à mon bureau et a fait un scandale. Je n'ai eu d'autre choix que de faire un test de paternité pour le calmer. Mais je ne lui ai pas tout dit. J'ai tenu ma promesse d'il y a tant d'années. Je ne lui ai pas révélé la vérité sur son passé. En résumé, maintenant, il sait que je ne suis pas son père. Mais tu restes, Margaret, sa seule et unique mère. Je raccrochai, déjà mentalement préparé. Je savais que ce n'était qu'une question de temps avant qu'Izen ne revienne frapper à ma porte. Et quand il le ferait, je serais prête. Je lui dirais tout. Toute la vérité que j'avais si longtemps voulu lui épargner. Je lui dirais de chercher sa mère biologique, celle qu'il avait abandonnée dans une benne à ordures, et d'arrêter de tenter de détruire la mienne. Mais cette confrontation n'eut jamais lieu. À la place, Izen choisit une voie encore plus sombre. Une que je n'avais pas anticipée. Environ une semaine plus tard, je remarquai quelque chose d'étrange. Le regard que les gens du quartier posaient sur moi avait changé. Leur regard s'attardait plus. Leur sourire semblait forcé, plus crispé. Au début, j'ignorais cela. Jusqu'à ce que Monica m'appelle un après-midi. Margaret. Je voulais juste te dire que je sais que tu es une bonne personne. S'il te plaît, ne laisse pas ce que disent les gens t'atteindre. J'étais confuse. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est alors que j'appris ce qui s'était réellement passé. Je suis devenue une sensation sur Internet. Mais pas dans le bon sens du terme. Izen avait commencé à diffuser en direct chaque jour sur un réseau social populaire. Le titre de sa chaîne. Comment ma mère m'a abandonnée. J'ai cliqué, et vu toute l'horreur. Il ne m'accusait pas directement d'être une amante ou d'avoir commis un scandale. Non, il avait choisi quelque chose de bien plus insidieux. Une histoire larmoyante, manipulatrice, où il se présentait comme un fils brisé et abandonné. Et me faisait passer pour une mère froide, avide et impitoyable. Dans ses directs, il disait des choses comme « Ma mère ne m'a jamais vraiment aimé. J'ai travaillé dur, étudié sérieusement. Et elle ne m'a jamais soutenu, pas une seule fois. L'année où je suis entrée à l'université, elle est partie dans une autre ville pour travailler comme domestique chez des riches, me laissant seule dans un petit studio en location. Quand je me suis mariée, elle n'a pas donné un seul dollar. Même quand ma femme est tombée enceinte, elle ne nous a offert aucun soutien. Et maintenant qu'elle est soudainement riche, elle m'a complètement effacée de sa vie, comme si je n'avais jamais existé. Je ne veux même pas d'argent. Je veux juste qu'elle me reconnaisse comme son fils. Mais elle ne prononce même pas mon nom. Aujourd'hui, elle vit dans un manoir, conduit des voitures de luxe, mène une vie de haut standing. Pendant que moi, je me fais juger et humilier dans la rue. La section des commentaires était en feu. Le public était divisé. Certains le soutenaient avec compassion. D'autres me traitaient de mère indigne. Et bien sûr, il y avait les provocateurs. Une femme pareille ne mérite même pas le titre de mère. Elle devrait avoir honte. Pauvre garçon. Je donnerais tout pour lui offrir l'amour qu'il n'a jamais reçu. Son live devint viral. Le nombre de ses abonnés explosa. Il commença même à vendre des produits dérivés via sa chaîne, profitant des dons de pitié de ses fans. Nous serons la chaleur que ta mère ne t'a jamais donnée. Tu mérites mieux, doux garçon. Elle ne mérite pas le bonheur. Et les choses empirèrent encore. Des gens commencèrent à fouiller ma vie privée, mon nom, ma photo, mon adresse. Tout circulait en ligne, dans les commentaires, les reposts, les forums. J'étais officiellement devenue la sorcière des réseaux sociaux. La mère la plus cruelle d'Internet. Et puis, cette nuit-là, mon téléphone sonna à nouveau. C'était mon avocat. Margaret, nous pouvons engager des poursuites immédiatement, dit-il. Nous pouvons demander la suppression du contenu diffamatoire, exiger des excuses publiques et réclamer des dommages et intérêts. Je m'arrêtai un instant, puis souris calmement. Pas encore. Laissons-le s'enfoncer un peu plus. Je vais m'en occuper moi-même, d'abord. Cette même nuit,
J'ai créé mon propre compte sur Streamnet et lancé ma propre chaîne en direct. Titre: Alors c'est moi, la maman qui a abandonné Izen? Je suis d'abord entrée sur le live d'Izen. J'ai envoyé plusieurs milliers de dollars en dons, attirant immédiatement l'attention. Le chat explosa. Puis, j'ai envoyé un message en pleine diffusion, visible de tous. Bonjour à tous. Je suis la mère cruelle dont parle Izen. Il pleure depuis des semaines parce que je lui ai coupé les vivres. Venez sur ma chaîne. Je vais vous montrer la vérité. Ce soir, je donne 100 000 dollars en cadeau. Premier arrivé, premier servi. En quelques secondes, une avalanche de spectateurs afflua sur ma diffusion. Le trafic monta en flèche. Et j'ai commencé à distribuer les récompenses annoncées. Les commentaires explosaient. Merci, douce maman. Voilà la vraie reine du contenu. Je prends des notes. Elle est plus gentille que ma propre mère. Profitant de l'élan viral, j'ai officiellement lancé mon live. Je n'ai pas cherché à arrondir les angles. J'ai parlé directement à la caméra. Tout d'abord, oui. J'ai coupé les liens financiers avec Izen. Mais cela ne fait pas de moi une mère cruelle. Et ça ne veut certainement pas dire que je l'ai abandonnée. Les gens méritent de connaître toute l'histoire. Je ne me suis pas éloignée parce que j'ai cessé de l'aimer. Je me suis éloignée parce que son avidité était devenue insupportable. Lorsque j'ai reçu l'héritage de mon ancienne employeuse, mon intention était de tout lui laisser. À lui et à sa femme. Et tu sais ce qu'il m'a répondu? Au lieu de me remercier, il m'a accusé de vouloir profiter d'eux. Ils se sont alliés pour me jeter dehors. Ils m'ont même proposé d'aller vivre chez un vieil inconnu comme assistante, parce que pour eux, ma seule valeur, c'était de continuer à travailler et à injecter de l'argent dans leur foyer. Pour eux, je n'étais pas une mère. J'étais un compte bancaire. Pendant que je parlais, j'ai affiché à l'écran une copie scannée du document de fiducie de mon ancienne employeuse. Un acte notarié prouvant que j'avais hérité de plus de 8 millions de dollars en actifs. L'argent que j'ai provient d'un fonds fiduciaire tout à fait légal, légué par une femme qui m'a traité comme un membre de sa famille. Elle n'avait pas d'enfant, et elle m'a désigné comme son unique bénéficiaire. Les commentaires ont immédiatement explosé. J'ai perdu 9 millions. Quel genre d'employeur fait ça? Enfin, le karma récompense un bon cœur. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la lucidité. Bien sûr, tout le monde n'était pas convaincu. Quelques sceptiques émergèrent. Tu restes sa mère. N'es-tu pas censé soutenir ton fils? L'abandonner après son mariage, c'est cruel, non? Je répondis calmement, sans ciller. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que soutenir un enfant signifie être son distributeur de billets personnels pour toujours? Je l'ai élevé seul depuis qu'il avait 1 an. J'ai payé ses études, je lui ai acheté une maison. Et en retour? Soupçon. Rejet. Manque de respect. Ils m'ont expulsé de ma propre maison. Ils voulaient que je continue à travailler comme une machine, pour financer leur train de vie, tout en me traitant comme un poids mort. Puis j'ai lâché ma dernière carte. Un enregistrement audio d'Izen au téléphone, tentant de me faire engager comme aide à domicile pour un vieil homme. L'appel avait été capté par le système de sécurité de la maison du senior. Une preuve irréfutable. Les commentaires ont explosé à nouveau. Incroyable. Ce n'est pas juste du parasitisme, c'est de l'abus financier. Ne pas lui donner plus d'argent, ce n'est pas cruel, c'est vital. Voilà ce que donne la culpabilité utilisée comme arme. Il ne pleure pas pour de l'amour. Il pleure pour de l'argent. Bravo madame. Ce fils méritait d'être renié. Je savais que ce n'était que le début. Izen ne regrettait pas sa mère. Il regrettait son argent. Et cette guerre ne faisait que commencer. Je regardais la pluie de commentaires défiler à l'écran, puis je souris doucement. Je me penchai vers la caméra et parlais directement à mon audience. La vérité, c'est qu'il n'a jamais été nécessaire de couper les ponts avec Izen. Des points d'interrogation remplirent instantanément le fil de commentaires. Je poursuivis calmement. Parce qu'Izen n'a jamais été mon fils biologique. Je l'ai adopté quand j'étais bénévole dans un orphelinat local. Il n'avait qu'1 an. Il était né avec une grave malformation cardiaque et avait été abandonné par ses parents biologiques, dans une benne à ordures. Quand je l'ai trouvé, il s'accrochait à la vie par un fil. Je l'ai ramené chez moi par pure compassion. J'ai dépensé tout mon argent pour ses soins médicaux. Mon divorce avec mon ex-mari? Ce n'était pas à cause d'une infidélité.
C'est parce qu'il exigeait un enfant biologique, et refusait d'élever Izen. On m'a donné le choix. Renvoyer Izen à l'orphelinat. Ou quitter mon mari et l'élever seul. J'ai choisi Izen. J'ai renoncé à mon mariage, à la possibilité d'avoir mes propres enfants, pour lui offrir une chance de vivre. J'ai fait des nuits blanches, servi des tables, nettoyé des maisons, tout ce qu'il fallait. J'ai économisé jusqu'à ce qu'il soit en bonne santé. Je l'ai envoyé à l'université. Je lui ai acheté une maison avec l'argent que j'avais gagné à la sueur de mon front. Et qu'ai-je obtenu en retour? Il a refusé de me laisser vivre dans cette maison. Il m'a mise dehors, comme une étrangère. Et maintenant, il me diffame sur Internet. Il affirme que je l'ai abandonné. Il colporte des rumeurs comme quoi j'aurais couché avec quelqu'un pour devenir riche. Dites-moi, comment suis-je censé réagir face à ça? Pendant que je parlais, j'ai diffusé une série d'images. Factures d'hôpitaux, frais médicaux, reçus d'inscriptions scolaires, tickets de bus. Tous les fragments d'une vie de sacrifice, capturés sur papier et encre. Les commentaires explosèrent. Quel monstre ferait ça à la femme qui lui a sauvé la vie? Il a utilisé sa mère adoptive comme une éponge, puis l'a jetée. Répugnant. Vivre dans une maison qu'elle a payée. Et la foutre dehors? Incroyable. Dieu lui a donné la vie. Elle lui a tout donné d'autre, et il l'a trahi. La réaction fut immédiate. Les spectateurs retournèrent sur le live d'Izen et inondèrent sa section commentaires d'indignation. Comment avons-nous pu soutenir quelqu'un comme toi? Honte à toi. Tu t'es fait passer pour une victime pendant que tu exploitais ta mère. C'est toi, le sans-cœur. Pas elle. Le visage d'Izen devint livide à l'écran. Pourquoi vous la croyez? Hurla-t-il. Elle ment. Si je n'étais pas son vrai fils, pourquoi aurait-elle fait tout ça pour moi? Elle vous manipule. Personne ne va aussi loin pour un enfant qui n'est pas le sien. De retour sur mon stream, les spectateurs exigeaient des preuves officielles. Sans hésiter, j'ai affiché une copie scannée du certificat officiel d'adoption. Voici le document émis par le gouvernement. Vérifié. Public. Authentique. Les commentaires explosèrent une nouvelle fois. Voilà. Fin de la discussion. Elle dit la vérité. Ce n'est pas juste une trahison. C'est une faillite morale. Il a exploité son amour, son argent, sa vie, et a tenté de la détruire. Poursuis-le. Il ne mérite pas une plateforme. Et juste quand je pensais que ça ne pouvait pas empirer, Izen redoubla de violence. Et alors? Si je n'étais pas son vrai fils, elle n'était pas obligée de me sauver. Je ne lui ai jamais rien demandé. Peut-être que si elle ne m'avait pas. Peut-être que si elle ne m'avait jamais recueilli, une vraie famille m'aurait adopté. Elle a ruiné ma vie. Elle n'aurait jamais dû interférer avec mon destin. Ce fut la goutte de trop. Internet explosa. Tu es en colère parce qu'elle t'a sauvé. C'est la chose la plus répugnante que j'ai jamais entendue. Que tout le monde voit le vrai visage de ce monstre. Déconnectez-le, immédiatement. En moins d'une journée, l'opinion publique changea du tout au tout. Izen passa de victime abandonnée à parasite ingrat, se nourrissant du sang de sa mère adoptive. Son compte de streaming fut suspendu définitivement par la plateforme dès ce soir-là. Mon avocat déposa une plainte formelle pour diffamation et harcèlement, exigeant une indemnisation pour les dommages causés. Nous demandâmes également une ordonnance interdisant légalement toute déclaration ou attaque supplémentaire sur les réseaux sociaux. Le tribunal statua en notre faveur. Izen fut reconnu coupable de violation des lois sur la cybersécurité et la diffamation. Il fut condamné à payer des dommages-intérêts et à couvrir tous les frais juridiques. Son accès au streaming fut révoqué. Ses comptes sur les réseaux sociaux furent bannis à vie. Et moi, je fus enfin totalement libre. Il ne restait plus aucune trace d'Izen dans ma vie. Et il n'y en aurait plus jamais. 6 mois plus tard, je récupérai enfin la maison qui m'avait autrefois appartenu. Grâce à un processus juridique méticuleux, mon équipe d'avocats réussit à faire annuler le transfert de propriété. Le jour où tout fut finalisé, je restais dans le salon à contempler les rideaux familiers, alors que la lumière du soleil baignait le parquet. Pour la première fois depuis des années, je me sentis vraiment légère, comme si j'expirais enfin après avoir retenu mon souffle pendant des décennies. Quelques jours plus tard, la fille de Suzanne, l'épouse d'Izen, demanda le divorce. Elle signa les papiers chez son avocat sans un mot, avec une sérénité glaçante. Il était évident qu'elle avait vu Izen tel qu'il était réellement.
Un homme qui se disait blessé, mais qui n'assumait jamais ses responsabilités. Plein de rancune, mais vide d'introspection. Et ainsi, Izen disparut de ma vie, pour de bon. Je ne cherchais pas à savoir où il était parti. Et je n'avais aucun intérêt à me retourner. Les années passèrent. Un jour, en prenant un café avec une vieille amie, elle me dit: « J'ai entendu dire qu'Izen était parti au Canada. Il est toujours en ligne, à se vanter de la liberté et de la facilité de vivre là-bas. » Par curiosité, je fis une recherche. Et ce que je trouvais me glaça. Les images montraient Izen, négligé et courbé, assis près d'une poubelle, mâchant un morceau de pain moisi, les yeux dans le vide. Parfois, il esquissait un sourire nerveux. D'autres fois, il fondait en larmes incontrôlables. Il avait perdu la raison. L'homme qui s'était autrefois tenu fièrement devant une caméra pour me faire passer pour un monstre était devenu exactement ce qu'il méritait d'être. Un fantôme à la marge de la vie réelle. Mais je ne ressentais plus ni satisfaction, ni colère. Il était simplement devenu la somme de ses propres choix. Aucun abonné n'avait pu le sauver. Aucun mensonge n'avait pu maintenir son récit en place. Il avait perdu la compassion qu'il avait volée. Détruit l'intégrité qu'il n'avait jamais valorisée. Et à la fin, la vie avait simplement fait ce qu'elle fait toujours, elle l'avait rattrapé. Quant à moi, j'avais enfin mis un terme à un combat qui m'avait épuisé pendant plus de 30 ans. Les 2 villas que j'avais achetées dans un élan de colère durant ce sombre chapitre, je les ai revendues pendant un pic du marché immobilier, avec un joli bénéfice à la clé. Ce qui avait été un symbole de défi, était devenu le socle de mon nouveau départ. Je me suis installé dans un paisible village au bord d'un lac, à l'extrême ouest de la ville. Ce n'était pas le quartier le plus cher, mais il avait tout ce dont j'avais toujours rêvé. Le soleil baignait les fenêtres. Mon jardin fleurissait de glycines et de roses. La cuisine embaumait toujours mon café noir favori. Mon chevalet se dressait sous les arbres, attendant les après-midi tranquilles de peinture. L'air était pur. Le monde, silencieux. Et la vie, enfin, paisible. Personne ne m'appelait plus « maman » pour me demander quelque chose. Personne ne m'accusait d'être froide. Personne ne me disait que je n'en avais jamais assez fait. Pour la première fois, j'entendais ma propre respiration. Au rythme de la musique. Sous la lumière du soleil. Pour la première fois. Je m'appartenais. Parfois, on me demande encore: « Tu regrettes d'avoir adopté Izen ?» Avant, je pensais souvent à cette question. Mais aujourd'hui, quand je l'entends, je me contente de sourire doucement. Et de faire non de la tête. Je ne dis pas que je ne regrette rien. Je dis simplement ceci. Je regrette de ne pas avoir compris plus tôt que la bonté ne doit jamais se pratiquer au prix de sa propre destruction. Me protéger. Ça a été la leçon la plus importante que j'ai apprise dans la seconde moitié de ma vie. Je n'ai jamais été une personne parfaite. Jamais une sainte. Mais je suis devenue quelque chose de bien plus précieux. Une femme qui, enfin, vivait pour elle-même. Et il s'est avéré que il n'était pas du tout trop tard.